Et oui, cette hausse des prix, cette inflation qui accélère et qui est amplifiée, on le sait bien, on l'a vu avec le pétrole, l'énergie et bien d'autres métaux, qui est amplifiée par cette guerre en Ukraine. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Sagard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions, honnêtement, pour protéger son argent, ses placements, pour conserver du pouvoir d'achat sur son épargne, honnêtement? Alors, Parce que quand on parle c'est quand un même, exercice on délicat. parle de 5, 6, 7% d'inflation. Enfin, c'est d'une rare violence. Ouais. C'est clairement un exercice délicat, mais je vais essayer de vous proposer quelques pistes, puisque effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est difficile de savoir comment ils ont évolué au cours des derniers jours, parce que l'inflation ne s'évalue pas tous les jours. Les derniers qu'on a, c'est qu'en gros, en France, on était sur un rythme annuel de 3,6% en février. En zone euro, on est déjà à 5,8 et aux États-Unis à 7,5. On est peut-être, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au-delà de ce chiffre, parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a la flambée des prix du pétrole, du gaz, des métaux, nickel, aluminium, etc., et des matières premières, y compris agricoles. Mais alors, il y a une première approche, puisque cette Vous allez remontée me de dire l'inflation... qu'il faut prendre de l'or, qu'il faut acheter de l'or. Mais c'est trop tard, on est Oui, à 2000 alors dollars on est obligé l'once, de Laurent. commencer. Non, mais on est obligé de commencer par là, parce que c'est vrai que l'or, il est souvent présenté comme une réponse au risque inflationniste, parce que c'est un actif tangible. Alors en réalité, d'ailleurs, c'est pas si vrai que ça, parce que quand on regarde sur longue période, on voit que c'est surtout dans la période 2005-2020 qui est caractérisée par une inflation faible, qu'en fait le cours de l'or a fait mieux que l'inflation. C'est moins évident sur le très long terme, mais c'est d'autant moins vrai que lorsqu'il y a de fortes reprises économiques, par exemple, l'or n'est pas spécialement convoité. On rappelle que l'or n'offre aucun rendement, donc il faut miser uniquement sur la plus-value éventuelle. Mais c'est vrai que le cours du métal jaune monte lorsque tout le monde a la trouille. Et c'est le cas notamment sur les marchés d'actions en ce moment. Au 10 mars, c'est-à-dire hier, il gagnait 10% depuis le 1er janvier. Et donc, grosso modo, sur les 3 dernières années, il a profité aussi de la crise sanitaire et il a gagné 55% sur 3 ans. Bon, on est dans les plus hauts historiques, parce que 2021, c'était une année de repli. Mais le pic atteint en août 2020, on n'est pas loin de le retrouver là en ce moment. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, David, que bon, comme c'est une valeur refuge, ça peut permettre de compenser une partie de la baisse du reste du portefeuille. C'est toujours ça de prix. Mais il faudra bien sûr limiter l'exposition, moi je dirais aller à 5%, parce que c'est quand même des caractéristiques très particulières. Soit vous faites de la détention physique, donc il y a quand même des contraintes de stockage et de sécurité pour les lingots, les pièces, etc. Alors, il y a quand même une plateforme intéressante, il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui s'appelle Or.fr qui propose des solutions pour les particuliers. Après, vous avez de l'or papier, c'est-à-dire des supports indiciels indirects. Ça peut pas être des ETF, c'est pas possible sur matières premières, mais ça peut être des ETC, des ETP, des certificats, etc. C'est-à-dire qu'ils vont être indexés, qui vont suivre ce cours de l'or, ou sinon même à la limite des minières orifères, et voire même sur un tracker, Lexor en propose un sur la bourse de New York, mais bon, là vous retrouvez bien sûr la volatilité des actions. Donc ça peut être une réponse, okay. mais il faudra qu'elle soit limitée. Ouais. Et alors, effectivement, l'immobilier, comment ça se comporte en matière de... quand il y a vraiment beaucoup d'inflation? C'est vrai que c'est la deuxième réflexion qu'on peut avoir, parce qu'en général, on se dit, s'il y a beaucoup d'inflation, si vous empruntez pour acheter de l'immobilier, que ce soit en direct ou dans des supports, on va dire, mutualisés, ça peut être judicieux. Vous dites que, alors, à taux fixe, bien sûr, faut pas le faire à taux variable à un moment où les taux remontent, mais à taux fixe, si les niveaux restent bas, ils peuvent remonter, donc ça peut être intéressant si l'inflation est importante. Et puis, on voit sur longue période que le prix de logement, il est quand même plutôt en hausse, enfin, en tout cas, depuis 2016. Alors, on se dit, le regain d'inflation, ça va réduire le poids réel du remboursement du capital et des intérêts. Alors là, il y a plusieurs solutions, vous faites du crédit à taux fixe sur de l'immobilier en direct, classique, en pleine propriété, ou alors vous achetez les parts de support immobilier type SCPI, OPCI ou les SCI qui contiennent elles-mêmes des SCPI comme on en trouve en assurance vie, ou alors vous allez même chercher des dispositifs avec avantages fiscaux type Pinel ou les opérations avec un statut de loueur en meublé non professionnel. Alors simplement, bien sûr, la prévision des prix est toujours difficile en matière d'immobilier. Pour le moment, ça continue à monter. Et la guerre en Ukraine va peut-être changer les choses, parce que c'est vrai qu'on a été surpris par la crise sanitaire. Finalement, les prix de logement continuent à augmenter, mais là maintenant, il est possible aussi qu'une très forte inflation, avec en plus une hausse des taux de crédit, finira par faire pression sur les prix. Mais si je vous cite aussi cet exemple, David, c'est parce que dans le cas de l'immobilier, il y a des mécanismes de révision des loyers.
Si c'est de l'immobilier qui est à destination locative, par exemple, si c'est du logement, il y a l'indice de révision des loyers, l'IRL, pour les baux de logement. Si c'est du commercial, il y aura l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, ou éventuellement l'indice du coût de la construction, l'ICC, chaque fois qu'il s'agit de baux commerciaux. Alors bien sûr, on va rester prudent, parce que pour l'immobilier professionnel, David, vous savez comme moi qu'avec la crise sanitaire, il y a eu le télétravail, donc moins besoin de bureaux, et puis les consommateurs, ils ont eu tendance à moins aller fréquenter les centres commerciaux. Donc la pierre n'est pas immunisée aussi bien pour le prix de logement que pour l'immobilier professionnel. Et on rappellera que si on rentre en récession avec cette augmentation de l'inflation et une baisse de la croissance, forcément les locataires, ça les fragilise. Donc déjà, ils ont peut-être du mal à honorer le loyer ou ils ont peut-être du mal à proposer des dossiers pour louer. Donc l'emprunteur, faut pas oublier que dans ces cas-là, lui, il doit toujours payer les mensualités de crédit, puis il doit supporter toute la taxation de l'immobilier en France, sur les revenus fonciers, mais aussi il y a la taxe foncière, il y a éventuellement l'IFI pour ceux qui sont concernés. Voilà, donc c'est les réserves qu'il faut garder à l'esprit malgré tout. Donc actifs tangibles, or et immobilier, ok. Sur les actifs financiers, qu'est-ce qu'il y a pour le coup Alors bon, c'est vrai que spontanément, j'ai envie de vous dire, les obligations indexées sur l'inflation, c'est sûr que ce serait de bonne loi, parce qu'elles fonctionnent différemment des emprunts d'État classiques, et donc le principal, les intérêts qui sont versés sont revalorisés en fonction du niveau général des prix. Alors, simplement, elles ne sont pas tellement accessibles aux particuliers, donc on va plutôt essayer d'aller sur des fonds, et le problème, c'est que si on va sur des fonds spécialisés, en général, c'est géré par des gens qui anticipent l'inflation. Or là, l'inflation, elle est déjà là, donc si je veux dire, le boulot est déjà fait, elle peut encore continuer à monter encore un petit peu, mais le risque, c'est que dès qu'on dira que l'inflation va commencer à baisser, c'est plus un bon placement. Donc il faut en sortir. Voilà. Donc ça limite l'exercice. Alors sinon, il y a aussi toujours les actions. Mais là, Laurent, il n'y a pas des actions pour le coup qui ont cette capacité à transmettre, comme on dit, à transmettre le prix, à augmenter le prix, et puis les clients ils continuent d'acheter. On pense au luxe évidemment, mais pas seulement. Oui, c'est ça. Il faut trouver des sociétés qui peuvent augmenter leur prix. Alors là aussi, je vais être relativement prudent parce que l'exercice est délicat dans le contexte actuel de guerre. C'est-à-dire que celles qui ont une capacité d'augmentation de leur prix, ce qu'on appelle le pricing power en bon français, évidemment, elles sont capables de répercuter l'inflation des coûts. Alors comme vous le dites, il y a les valeurs du luxe, Hermès et LVMH, parce que les clients, ils ont un fort pouvoir d'achat et puis ils ont suffisamment envie d'acheter ces produits. Dans la partie luxe de L'Oréal aussi, donc on pourrait citer L'Oréal, vous avez aussi effectivement là aussi une solide image de marque. Après, vous avez des valeurs comme Air Liquide, par exemple, qui refacturent contractuellement à leurs clients, à ses clients, la hausse des prix de l'énergie. Donc mais simplement, on est obligé de pondérer cette approche, parce que ça c'est vrai, on va dire dans le cas général, dans le cas des conséquences de la guerre en Ukraine, il faut être quand même relativement réservé. Alors on peut le faire à travers un fonds d'ailleurs aussi, on peut le faire en direct, mais il y a un fonds comme en PGS Pricing Power qui joue vraiment là-dessus, mais simplement il y a de tels décalages en bourse en ce moment que bien sûr la seule valeur sur laquelle on pourrait s'engager en ce moment, c'est plutôt des valeurs comme Thales qui sont dans la défense, parce que là il y a vraiment un appétit, mais vous voyez c'est difficile d'être sûr de la réaction boursière sur le reste. Voilà. Mais sur le principe, ces actions. Donc en conclusion, Laurent, il n'y a pas de solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle. Je suis quand même obligé de vous dire que il y a l'épargne réglementée qui n'est qu'à 1%, mais qui a un mécanisme de révision qui intègre l'inflation. Donc finalement, vous protégez au moins une partie de votre placement de l'inflation, puisque le calcul est fait tous les 3 mois, livret A, LDDS ou livret jeune, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas de parade idéale à l'inflation, surtout dans un contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine. Donc parce que on sait que l'inflation, ça va faire plus d'inflation, puis ça va faire baisser la croissance. Donc, mais ce qu'il faut, comme toujours, c'est diversifier. C'est-à-dire que avec les pistes que je vous ai données, ça donne des pistes de diversification sur différentes solutions d'investissement. Ça peut être pertinent dans le contexte actuel. Bon, Laurent, si on veut se divertir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut lire cette semaine alors cette semaine, bien sûr, outre ce dossier sur comment protéger son argent de l'inflation, on revient sur je crois qu'on peut appeler le troisième choc pétrolier. L'expression nous paraît justifiée, avec effectivement une étude assez précise de tout ce qu'on voit bouger sur les matières premières, sur les métaux, sur le pétrole, le gaz, etc. Et ce qui reste encore effectivement des possibilités, il y a des valeurs malgré tout dans cet univers qui arrivent à en tirer profit. Donc on revient là-dessus en faisant quelques propositions, sachant que le contexte est quand même très très difficile, parce que on peut pas remplacer au pied levé le troisième producteur mondial de pétrole, la Russie, donc qui est aussi le deuxième producteur mondial de gaz. Donc c'est sûr que c'est une équation difficile. Même si l'Europe s'engage vers une réduction de ses approvisionnements à hauteur de 2/3 d'ici un an. Voilà, ça va prendre du temps et la bourse, elle réagit au jour le jour. Donc il faudra effectivement suivre ça avec intérêt. Il y a un décalage temporel, on va dire, entre les deux, mais c'est effectivement ce qui compte, c'est les perspectives.
Mais la meilleure perspective qu'on puisse espérer, c'est un cessez-le-feu en Ukraine. Oui, on l'attend tous évidemment. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, à lire cette semaine tranquillement ce week-end dans Le Revenu. Merci beaucoup, Laurent Saillard. Merci David. Salut.